Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par OKX. Cette semaine, les effets de l'affaire Coldcard se sont fait ressentir à plusieurs niveaux. Premièrement, de nombreuses personnes n'ayant pas réagi ont vu leurs fonds disparaître aussi. Le total de bitcoin volés dépasse désormais les 1923 bitcoins si on prend en compte ce qui semble être une quatrième vague de vol dont le lien avec Coldcard n'a pas encore été complètement confirmé. Du côté des détenteurs réactifs, l'exode a été assez impressionnant avec 119 000 bitcoins inactifs depuis plus d'un an qui ont été déplacés en quelques jours, dont seulement 10% sont partis vers des plateformes d'échange. Et le prix du bitcoin n'a pas subi le moindre impact malgré la faible demande en ce moment. De l'autre côté, les pirates ne sont pas restés inactifs et ont rapidement tenté de blanchir les fonds de différentes manières, notamment en échangeant certains d'entre eux contre d'autres crypto-monnaies. Et il semblerait que ce soit le cas de 230 Ethers qui ont été envoyés sur la plateforme Duel Casino. Cet événement a provoqué une petite polémique parce qu'après avoir reçu un signalement de la part d'un chercheur en sécurité, la plateforme a refusé de geler les fonds. Ils exigent pour cela de recevoir une preuve, un message signé par la victime avec son portefeuille indiquant que les fonds ont bien été volés. Une position pas complètement déraisonnable dans l'absolu mais qui est surtout très pratique pour eux, qui a pour inconvénient de peut-être laisser ces Ethers disparaître dans la nature. En ce moment, vous le savez déjà, le nombre de failles logicielles détectées augmente drastiquement grâce aux intelligences artificielles devenues capables de le faire. La faille Coldcard d'ailleurs a certainement été trouvée par une IA, mais toutes les failles détectées ne sont pas utilisées pour voler des cryptos. Certaines sont détectées par des chercheurs en sécurité et transmises aux éditeurs des logiciels concernés pour qu'ils règlent le problème. L'initiative la plus spectaculaire en la matière est certainement celle de la Bitcoin Red Team, qui tire son nom d'une pratique des spécialistes de la sécurité qui consiste à simuler une attaque criminelle. Les 25 développeurs bénévoles qui sont membres de cette initiative, avec l'aide de l'IA, ont détecté 7958 failles, dont 1288 considérées d'importance majeure sur 501 projets différents qui tournent autour de Bitcoin. Le code de Bitcoin lui-même n'est pas concerné, il s'agit des portefeuilles, applications DeFi, logiciels de nœuds Bitcoin et peut-être même de certains réseaux de deuxième couche construits sur Bitcoin. Pour éviter toute attaque anticipée, les noms des projets concernés n'ont pas été révélés et pour l'instant, seulement un quart des découvertes ont pu être certifiées et utilisées pour concevoir une preuve de concept. Mais étant donné les nombres affichés et en supposant qu'il n'y a aucune exagération, on peut considérer que c'est là le début d'une nouvelle ère pour la cybersécurité dans la crypto. Même si, il faut le dire, ça coûte à peu près 10 000 $ par jour d'envoyer autant de requêtes aux IA utilisées pour analyser le code. Et de temps en temps, même si c'est plus rare, il y a aussi des humains qui signalent des bugs. Coïncidence amusante, c'est le développeur du logiciel Sparrow Wallet dont on parlait la semaine dernière qui a signalé à l'équipe de BTC Pay Server qu'il y avait une faille critique sur leur logiciel. Une mise à jour a été publiée dès vendredi et il faut absolument l'installer si vous vous en servez. Car cette application est destinée à gérer les paiements Bitcoin facilement et gratuitement pour les propriétaires de commerce en ligne. Il gère les portefeuilles clients, génère des factures, envoie des notifications et tout ça totalement open source entre les mains du commerçant. L'inconvénient étant de ce fait que c'est aux commerçants de mettre à jour le logiciel sur leur serveur, BTC Pay ne peut pas le faire pour eux. D'après leur message de blog, la vulnérabilité permet aux attaquants potentiels d'obtenir la copie des fichiers des utilisateurs servant à utiliser le Lightning Network. Et avec l'aide de la Bitcoin Red Team, ils ont pu confirmer qu'effectivement l'attaquant pourrait voler les fonds des utilisateurs de cette manière. Mais seulement lorsqu'ils sont conservés sur le Lightning Network, les fonds conservés sur le réseau Bitcoin ne sont pas concernés. Quoi qu'il en soit, si vous utilisez BTC Pay, mettez le logiciel à jour immédiatement et vérifiez que vos adresses n'ont émis aucun paiement LN suspect pour vous assurer de n'avoir rien perdu. Pour continuer sur le sujet du Bitcoin maintenant, il faut parler des mineurs de Bitcoin. On le sait déjà depuis un bon moment, ils se tournent progressivement vers l'intelligence artificielle car les revenus sont beaucoup plus stables et que le secteur est en pleine expansion. Et cette semaine, les derniers chiffres financiers viennent de tomber pour Mara Holdings, une des plus grosses entreprises de minage de Bitcoin au monde, qui avait notamment racheté Exaion il y a quelques mois, initialement la filiale d'EDF. Entre 2025 et 2026, le résultat net est devenu négatif avec 611 millions de dollars de pertes au deuxième trimestre 2026 contre 800 millions de profits sur le deuxième trimestre 2025. La quantité de Bitcoin qu'ils possèdent a diminué et notamment grâce à l'acquisition d'Exaion, ils ont entamé leur transformation vers un service hybride qui fait du minage quand c'est rentable, de l'IA quand c'est plus rentable que le minage et d'autres types de services informatiques quand ni le minage ni l'IA ne sont rentables. Leur dette est massive et il vaudrait mieux pour eux que le prix du Bitcoin ne continue pas trop à baisser, mais s'ils se débrouillent bien, ils pourront être plus performants à l'avenir, quitte à moins se reposer sur le minage de Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne chose pour la crypto ? Peut-être pas, mais c'est certainement mieux que de les voir fermer boutique. La fermeture, c'est justement ce qui est arrivé à StepUp qui a dû annoncer le futur arrêt total de ses services le 21 août. Cette application Move to Earn, qui s'était lancée en grande pompe avec une publicité incluant le célèbre coureur Usain Bolt, a fini par être victime de sa nature. Finalement, imprimer de l'argent constamment n'est pas un très bon modèle économique, surtout quand le marché crypto se refroidit et que les fonds de capital risque disparaissent. Puis se faire délister en juillet de la dernière grosse plateforme d'échange où le trading était possible n'a pas aidé. Comment finançaient-ils leurs activités jusqu'à maintenant ? La question restera probablement sans réponse. C'est le problème principal de toutes les applications du genre.
Que ce soit Move to Earn ou Play to Earn, si elles permettent de gagner de l'argent en faisant quelque chose, il faut concevoir un système dans lequel ce n'est ni une perte sèche pour les créateurs, ni une course vers le zéro pour la valeur du jeton. Visiblement, dans le cas de StepUp, c'est le zéro qui a gagné. Si par contre vous souhaitez obtenir plus que zéro, vous pouvez aller voir le site de notre partenaire du jour en cliquant sur le lien d'affiliation en description. Parce qu'en ce moment, chez OKX, le bonus mis en place le mois dernier suite à l'entrée en vigueur de la loi MiCA vient d'être renouvelé. Donc encore une fois, si vous déposez des actifs sur cette plateforme d'échange crypto certifiée MiCA, vous pourrez obtenir un bonus correspondant à 8% de la valeur nette de vos dépôts avec une limite de 5 000 € offerts par personne, ce qui correspond à un dépôt de 62 500 €. Et il n'y a aucune obligation de trading, juste d'activer votre participation à cette campagne et de déposer des actifs pour les conserver sur la plateforme pendant 12 mois. En prime, en créant un nouveau compte, vous pourrez aussi bénéficier d'un bonus maximal de 300 € en Bitcoin. Alors si vous avez envie d'investir dans la crypto et que vous n'avez pas encore de compte sur une plateforme d'échange, n'hésitez pas à passer par notre lien qui se trouve en description. Et maintenant, retour aux actualités avec justement la dernière qui concerne la loi MiCA. Suite à l'application de la loi et la disparition de nombreuses plateformes, les Européens ont été ciblés par des arnaqueurs tentant de se faire passer pour les autorités et exigeant le transfert des fonds vers des plateformes soi-disant officielles. L'imposture est grossière, l'AMF ne vous contactera jamais par mail ou téléphone pour vous demander de virer des fonds, donc je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui soient tombés dans le panneau. Mais je préfère m'assurer qu'il n'y aura quand même aucune victime parmi vous. De l'autre côté de l'océan, par contre, le criminel de la semaine est un petit peu plus violent. Eric Halem, ancien policier à Los Angeles, a décidé en décembre 2024 que ce serait une bonne idée d'aller chercher 3 de ses amis pour organiser une prise d'otage avec option extorsion de crypto. La victime, un jeune de 17 ans avec 350 000 $ de crypto entre les mains qu'il avait acquis en partie en arnaquant des gens. Pas la victime envers laquelle on aura le plus de compassion, mais ça n'excuse pas pour autant les actes du policier. Car il n'a pas agi pour rendre justice, mais simplement par cupidité. Et il ne l'a vraiment pas fait de façon très intelligente puisqu'il est arrivé sur les lieux du crime avec un SUV Lamborghini appartenant à une société dont il est le propriétaire. Pas exactement la caisse la plus discrète de la ville, il me semble. En conséquence, il a été condamné cette semaine à 15 ans de prison plus la perpétuité. Oui, ça peut paraître bizarre, mais le système légal californien est comme ça. Pour faire simple, il pourra avoir une chance de sortir pour bonne conduite au bout de 7 ans et après il pourra le redemander tous les 2 ou 3 ans selon ce que décident les autorités compétentes. Peut-être qu'il restera en prison toute sa vie, peut-être que non. Mais probablement pas, vu que c'est un ancien policier et que personne n'est décédé. En tout cas, ce n'est pas le seul membre des forces de l'ordre américaines à avoir fait parler de lui cette semaine. Une autre affaire est sortie il y a quelques jours et elle est nettement plus nuancée. Ici, il s'agit d'un agent du FBI, un certain Patrick Yarosh, qui travaillait au service du contre-espionnage. Au cours de ses missions, entre 2017 et 2025, il a beaucoup appris sur l'usage de la crypto par les criminels et il a été particulièrement frustré par l'inaction du FBI face aux criminels d'une nation considérée comme ennemie qui n'a pas été nommée. Ils avaient tout pour agir, mais ils ne faisaient rien et ça rendait Yarosh complètement fou. Alors en novembre 2024, il a décidé d'agir seul. Parce que d'une manière ou d'une autre, le FBI avait découvert les phrases de récupération du criminel en question. Quand il était au bureau, Yarosh a mémorisé la phrase de récupération, puis il est reparti chez lui et il a transféré les fonds vers des portefeuilles qui lui appartenaient. Comme ça, les criminels étrangers étaient privés de leur crypto. Mais Yarosh n'a pas réfléchi à ce qu'il ferait de cette somme qui dépassait le $1 000 000. Alors une fois qu'elle s'est retrouvée entre ses mains, il a été un peu perdu. Et il a fini par se poser la même question que Bilbon Saquet. Pourquoi ne le garderais-je pas? Et il a tout gardé. Il a laissé 200 000 $ sur Kraken, en dollars et en USDC, et il a placé 1 million sur Swiland. Pourquoi? Parce qu'il aimait bien le logo. Clairement, il n'a pas trop réfléchi à ce projet avant de se lancer. Et la suite n'a pas été beaucoup plus intelligente. À partir de mai 2026, il a commencé à poser à ChatGPT des questions sur comment placer $1 million et comment partir des États-Unis. En tant qu'agent du FBI qui sait parfaitement comment ça fonctionne, il a posé des questions très tendancieuses à une IA qui est surveillée par ses collègues. Mais ce n'est même pas ça qui a causé sa perte, parce qu'un jour la culpabilité est devenue trop forte et il a décidé de tout confier à un de ses anciens collègues désormais employé au ministère de la Justice. Puis sur conseil de cet ancien collègue, il y a quelques jours, il a tout avoué aux autorités pour tenter de diminuer sa peine lorsqu'il sera inévitablement condamné. Le jugement n'aura pas lieu de sitôt, mais je me demande vraiment quelle peine il recevra et pourquoi est-ce qu'il a décidé de fuir. Qu'un agent du FBI puisse être impulsif et myope à ce point, ça me surprend quand même pas mal. Mais peut-être que je surestimais un peu l'intellect d'un peuple nourri quasi exclusivement au sirop de maïs. Bref, c'est la fin des actus de la semaine, alors je vous rappelle que notre lien d'affiliation vers OKX est en bas de l'écran, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt!